Le score avec Charline Roux sur Radio Nova. Bienvenue dans Le Score sur Nova. Comme chaque jour, de la musique, de la conversation et une invitée qui la pratique, justement, la conversation. Elle est littéralement un phénomène, c'est-à-dire un fait naturel complexe pouvant faire l'objet d'expériences et d'études scientifiques. Alors rassurez-vous, je ne compte pas la disséquer, mais la faire parler. Ce qu'elle fait déjà assez librement et avec succès, 459 000 followers sur Instagram, 587 000 abonnés sur YouTube, 135 000 sur TikTok. C'est déjà beaucoup trop pour ne pas faire fondre mon pauvre cerveau. Et j'ajoute depuis 2022 un podcast dont le nombre d'écoutes se compte, lui, en millions, pluriel. Oui, j'ai bien dit pluriel. Un podcast devenu objet scénique l'année dernière, un Olympia et une tournée. Elle récidive l'exploit avec une résidence à Paris à la Nouvelle Ève, un mercredi par mois jusque décembre, contre-soirée au cabaret. Bonjour Anna RVR. Bonjour, dis donc, je vais mettre ça en réveil tous les matins, cette petite Mais c'est cadeau. Ça m'a Il n'y a pas de plantage sur les chiffres. C'est parfait. Alors moi, c'est vertigineux pour moi. C'est-à-dire que je n'arrive pas du tout à me formaliser les choses. Est-ce que toi, Écoute, moi non plus. Et puis, je le prends pas forcément pour une représentation quelconque de ce que moi veux dire ou de ma réussite. Je trouve que je suis très contente d'avoir un auditoire et d'avoir des gens qui me suivent. Je suis pas forcément à la recherche de plus ou d'un certain chiffre. Ouais. Et puis le principal, c'est que ce que je raconte touche les bonnes personnes. Voilà. Est-ce que tu es aussi à l'aise quand on veut te faire parler que quand tu fais parler les gens ou quand tu te racontes spontanément ? Écoute, je suis étonnamment pas forcément très à l'aise pour faire parler les gens. Je me suis rendu compte finalement que le journalisme était un métier. Il fallait s'en rendre compte un jour ou l'autre. Donc je te tire mon chapeau pour ce que tu fais au quotidien. Moi, j'adore me raconter, je suis très égocentrée, j'adore parler de moi avec une immense facilité. Et c'est ça qui fait un peu ma thérapie, outre ma vraie thérapie. J'adore ça et franchement, j'adore répondre aux questions qu'on me pose, je me raconte assez facilement. Alors, il y a une question rituelle dans cette émission. Quelle place prend la musique dans ta vie de tous les jours ? Écoute, j'ai réfléchi à cette question pour être honnête. Je pense que la musique prend une place quasi omniprésente. J'ai fait un épisode de Contre-soirée, du coup, qui est mon podcast, qui s'appelle La playlist qui raconte ma vie. Je pense que je traite un peu la musique comme la soundtrack, la BO de mon quotidien. Et donc, j'ai une émotion, un souvenir pour toute ma playlist. Je pense que j'ai une culture musicale encore à construire, mais je m'y accroche et j'écoute de tout, quoi, comme on dit. Alors, je vais te poser la question à toi parce que je pense que c'est intéressant dans ton cas précis. Il y a deux équipes pour moi. Il y a ceux qui, quand ils vont mal, écoutent des chansons un peu guillerettes pour se remettre dans l'axe. Et il y a ceux qui écoutent justement des trucs hyper tristes, histoire de plonger au max. T'es dans quelle équipe ? Moi, je plonge. Plonger max. Je crois qu'il faut vivre ses émotions à fond. Et non, j'ai une amie qui écoute des pop stars toute la journée pour pas ressentir de négatif. Ouais. Ça, je trouve ça hyper spécial. Justement, j'aime bien, moi, me plonger au plus profond pour se relever après, finalement. Oui, bien sûr. Il n'y a que ça qui compte. Exactement. Pour démarrer cette émission, j'ai choisi Lola Young. On écoute Messi. Lola Young sur Nova avec Messi. C'est le contrôle qualité. Je me dois donc de demander à Anna RVR si le titre lui plaît. Le titre me plaît. Le titre a été viral sur TikTok. Bah oui, je sais. Est-ce que tu l'as choisi pour ça ? Peut-être un peu. Bah alors moi, j'ai raté un peu le coche de TikTok. Je suis la génération d'avant. Même si, attention, je pense qu'il y a tout le monde est là et tout le monde peut faire son chemin sur cette appli. Je suis pas très trend et tout, mais j'adore Messi, j'adore ce titre. Oui, donc c'est une bonne sélection. Je trouve que c'est un bon hymne en plus pour les femmes, les jeunes femmes, les moins jeunes femmes. Complètement. Ça marche pour tout le monde. On parle aujourd'hui de contre-soirée au cabaret en résidence à la Nouvelle Ève, un mercredi par mois, c'est à Paris. Avant d'aborder le show en lui-même, revenons un instant sur le podcast. Une contre-soirée, c'est forcément une partie qui se déroule un peu en opposition à un autre événement dit principal au même moment. Alors, la tienne de contre-soirée, elle est née quand et comment ? Alors moi, ma contre-soirée est née après des années de vraies soirées, justement. J'ai été très fêtarde pendant ma petite jeunesse et j'ai découvert justement ce truc de... En fait, c'est marrant de danser, chanter, et boire des verres peut-être, mais j'aime bien quand même ce qu'on se dit dans la cuisine. J'aime les confidences qui durent 4 heures sur un sujet qui pourrait pas forcément intéresser tout le monde dès le début. Et donc, j'avance dans ma jeunesse et je découvre le podcast qui est un autre... élément sonore que j'adore. Pendant le confinement, je me rends compte que en fait, écouter des gens raconter les histoires, ça me permet vachement d'avancer sur moi. Je décide donc d'essayer vraiment juste de me la tenter, de faire un épisode pour voir si ça fonctionne et si ça me plaît. Donc je crée Contre-soirée qui, avec du recul, je trouve est un nom super. Franchement, je le regrette pas du tout. Il marche très bien.
ça a failli s'appeler Le Coin Fumeur, donc je suis bien contente de pas m'être plantée. Ouais. Et je crée Contre-soirée en me disant je vais m'asseoir dans mon dressing et raconter des trucs, parler de mon intimité, de trucs que je pourrais pas forcément parler sur mes autres plateformes où l'image prône un peu plus. Et moi, je commence à avoir un peu un ras-le-bol de l'image et du contrôle de mon physique, des angles et des cuts et des machins, de tout ça. Donc, je fais un épisode de Contre-soirée et en fait, ça prend bien. Je prends un immense plaisir, moi, à raconter des histoires et me livrer un peu sur mes ressentis. Et ça fait bientôt, du coup, 3 ans, finalement. Bah alors, tu dis le titre est super, moi je suis d'accord, mais vu l'ampleur qu'a pris le podcast avec un Olympia, une tournée et désormais la Nouvelle Ève, on peut enlever contre. C'est la soirée principale maintenant. L'ambiance est la même puisque c'est l'intimité. Moi, vraiment, comme tu l'as dit, on a fait un Olympia pour commencer les épisodes sur scène. Pour commencer, vraiment tranquille. Écoute, avec du recul, j'aurais peut-être dû... Non, je suis très contente, mais c'était vraiment un très très gros événement, mais qui était quand même intimiste et qui était un moment de partage. En fait, moi, c'est vraiment ça mon... Oui, alors justement, parce que le podcast, c'est souvent envisagé comme un lieu d'intimité, mais là, comment t'en fais un spectacle devant un public ? Je le fais Moi, j'y suis vraiment allée avec toute ma naïveté et mon innocence parce que la scène, c'était complètement inconnu pour moi. Donc, j'y suis allée en me disant, j'ai envie de faire comme ce que je fais d'habitude, de parler avec mon naturel, de raconter quelque chose, mais en même temps, c'est arrivé après 1 an et demi d'épisodes hyper touchants, intimes, où moi, vraiment, je me suis livrée et où j'avais des retours de gens au quotidien sur... mes réseaux par des messages, et donc je me suis dit que j'avais envie de profiter de ce moment de live pour parler aux gens, avoir le retour des gens, avoir les rires, avoir les réponses. Donc on s'est beaucoup aussi axé autour de ça, sur créer de l'interaction en fait. Sur l'affiche, toi, en mode vraiment super glam, dans un verre de martini, est-ce que Anna RVR is the new Dita VT ? Écoute, c'était l'inspiration. En effet, écoute, je me prive pas. Je me mets dans sa peau. Si je peux dire la vérité, Dita était quelqu'un de très souple parce que moi, j'ai pas réussi à me mettre vraiment dans le verre. Mais je crois que personne n'est fait pour ça. Hein. Oui, c'est la seule et l'unique. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai jamais tenté l'expérience. Écoute, je l'ai envisagé. Après, je me suis dit, utilisons la technologie. L'affiche est très belle. Merci. C'est très belle. Parler aux gens, quand les gens sont si nombreux, c'est forcément un grand pouvoir, donc une grande responsabilité. Qui plus est, quand on s'adresse à des personnes parfois très jeunes. Comment est-ce que tu gères ça, toi ? Écoute, j'ai pris une habitude de disclaimer un peu et de warning avant de prendre la parole sur des sujets peut-être un petit peu intenses qui pourraient toucher les gens plus jeunes. Je précise très souvent que je suis une personne comme toutes les autres, que j'ai pas de titre professionnel, que j'ai pas de diplôme et que donc ce que je dis est à prendre avec des pincettes et puis que j'expérimente, que j'ai pas toujours évidemment la bonne réponse. Mais je me place vraiment comme une humaine au milieu des humains et donc j'ai pas forcément la pression de dire la mauvaise chose parce que quoi qu'il arrive, c'est vraiment le discours que j'essaie de mettre en avant, que je peux me tromper et j'ai pas la parole. Comme tout le monde. Exactement, comme tout le monde. Yoa sur Nova avec Princesse K.O, toujours en compagnie d'Anna RVR. On parle de Contre-soirée, le podcast et au cabaret. Tu insistes, à propos du cabaret, sur le fait que tu voulais que l'endroit soit aussi une safe place. J'imagine autant pour toi que pour les gens qui viennent te voir. Complètement. Là, le but, c'était après, comme tu l'as très bien dit, notamment une tournée donc avec des salles de 1000 à 1500 personnes, de retrouver un truc un peu plus intimiste avec la proximité. Moi, au début, ça a été un peu compliqué pour moi parce que je trouve que de voir le visage des gens et de voir leurs expressions, leurs réponses à ce que tu dis, c'est quand même autre chose. Et moi, j'ai tendance à beaucoup suranalyser les réactions des autres autour de moi pour savoir si je suis dans le bon ou pas. Donc la première date, elle a été un peu intense parce que j'avais du mal à délivrer finalement mon texte sans me soucier de pourquoi la personne en face de moi n'était pas en train d'hurler de rire ou de pleurer à chaudes larmes. Mais c'est un exercice qui s'apprend et en fait, l'endroit, il est au cœur de Pigalle. Moi, je suis tellement honorée de pouvoir avoir une place dans un endroit aussi mythique avec, moi, dans ma loge, il y a les tenues de toutes les danseuses de revue, les talons, leurs trousses de maquillage et leurs souvenirs et tout. Enfin, j'ai vraiment l'impression de faire partie d'une histoire qui est pas la mienne, mais qui le devient un peu. Et le lieu, il est hyper unique, spécial. Les tables sont en forme de... Les chaises sont en forme de cœur, en velours rouge. Enfin, vraiment, je me sens comme chez moi, quoi. Et alors, délivrer son texte, justement ? Écoute, moi, je le délivre d'une manière un peu particulière. Ouais. J'ai une trame très écrite que j'ai travaillée là avec notamment Marie de Brouwer, qui est humoriste et plein d'autres choses, évidemment. Mais en fait, je me rends compte en apprenant, parce que j'apprends vraiment encore tout le temps, que j'ai besoin, moi, d'avoir une trame sécurisante et après de m'envoler un peu en impro sur toutes les dates. Et
aucune date n'est la même. J'adore jouer avec les gens, jouer avec mes émotions du moment, l'histoire qui m'est arrivée la veille. Donc tout se raconte un peu en improvisation avec quand même un récit qui est cadré, quoi. Alors, il y a de l'échange, tu le disais, mais je me suis posé la question, prendre en charge, ne serait-ce qu'un petit peu, parce que ça doit arriver, la souffrance des autres quand on est soi-même parfois fragile, parce que tu le racontes aussi, ça, dans les épisodes du podcast. Comment est-ce qu'on fait ça ? Écoute, pour l'instant, j'ai eu quelques échanges un peu compliqués où ça prenait trop d'ampleur, tu vois, par rapport à mes petites épaules et où moi je me sentais pas assez carré pour pouvoir gérer la souffrance de la personne en face de moi et donc je prenais le temps de la rediriger vers un professionnel de santé ou une organisation qui pouvait s'en occuper mieux que moi. Sur le reste du temps, c'est vraiment du partage d'émotions et c'est vraiment plus un truc de sentir que la souffrance ou le moment compliqué que potentiellement la personne en face de moi peut vivre ou que je peux vivre, que je pensais être un peu solitaire et qui m'isolait un peu du reste, est en fait hyper partagé. Et donc, j'arrive à mettre une distance qui est, je pense, saine pour pas subir et vivre vraiment très fort les émotions des autres. Mais en même temps, de discuter, d'ouvrir la parole. Moi, depuis que j'ai créé Contre-soirée, je discute quotidiennement avec les gens qui m'écoutent sur Instagram notamment. Parce que tu as un rapport très particulier avec les gens qui te suivent. Bah parce que je trouve que c'est ce qui fait que ça fonctionne aussi. C'est vraiment, honnêtement, un vrai partage. Moi, je suis sur les réseaux depuis 15 ans. Donc, j'ai vu ce que les créateurs de contenu faisaient au quotidien. Moi, avant le podcast, j'étais pas forcément énormément dans l'échange avec les gens. Et en fait, je me rends compte que ça change tout et ça nous enlève de ce peut-être rôle un peu, entre guillemets, à la fois intouchable et à la fois agaçant de personnes d'Internet qui est finalement une façade. Là, moi, je me sens beaucoup plus connectée avec les gens et c'est ce que je préfère. Oui, parce qu'il y a un gap entre la vie montrée sur les réseaux et celle du privé. Puisque même quand on est créateur de contenu, il faut rappeler qu'on ne montre pas l'intégralité de sa vie. Évidemment, alors je pense qu'il y en a qui n'ont pas forcément cette limite et je pense que c'est le côté un peu télé-réalité qui fonctionne aussi parfois. Je sais pas, moi je le consomme fréquemment, mais moi en tout cas en ce qui me concerne, j'ai appris, je suis assez contente d'avoir appris sur le long terme à créer ma vie privée que je partage et ma vie privée qui est vraiment privée, le personnage public et le personnage privé. Je partage beaucoup, mais toujours en mettant le prisme de mon regard et tu vois, en essayant de faire de mon expérience un truc un peu général qui puisse parler à tout le monde, notamment par exemple dans ma relation de couple. Je raconte jamais les détails précis de nos interactions, je montre pas son visage, mais j'arrive à faire de mes épreuves de couple un sujet, quoi. Et puis il y a des thématiques récurrentes chez toi, c'est-à-dire par exemple la santé mentale. Il y a des épisodes Les choses qui font du bien, Mental Breakdown Edition, j'ai toujours pas compris mes émotions. Il y a le féminisme aussi qui revient assez souvent et la sororité en particulier. Il y a un épisode qui s'appelle Tirer contre son camp, les femmes pas féministes, ou encore l'importance d'être une girl's girl. Et alors je dois dire que celui-là m'a à la fois fait rire et m'a mis un petit coup de pelle. Il y en a un que tu as intitulé Je suis la vieille conne de quelqu'un. Je rappelle donc que tu as 28 ans. Ah, je sais, c'est agaçant. Je pense que je m'agacerais. Non, ça m'a fait rire, j'avoue. Mais parce que je suis la vieille conne de quelqu'un. Mais tout le monde. Tout le monde est la vieille. Comme tout le monde est le con de quelqu'un, t'es aussi le vieux con de quelqu'un. Moi, je m'en suis rendu compte avec mes collègues qui ont parfois 19, 20 ans. C'est vrai, il existe le gap. Hein. Franchement, c'est dur à admettre, mais... Bah, regarde, moi, je suis la vieille conne de ces deux-là, Paul et Louis, avec qui je travaille. Mais tu peux être une vieille conne, finalement, très proche et très agréable. C'est pas le sujet. Zao de Sagazan sur Nova avec Aspiration et toujours en compagnie d'Anna RVR. Alors parmi les contenus que tu proposes, certains sont délocalisés. On t'a vu au César, on t'a vu à Cannes et on t'a vu à l'Alpe d'Huez. J'en déduis un amour certain pour le cinéma et pour la comédie en particulier. Écoute, le cinéma m'a accueilli de manière surprenante. En effet, j'adore le cinéma, j'adore vraiment la comédie. Je le reprécise, j'ai une culture assez... spécial, j'ai pas forcément tous les bons classiques, mais je m'y intéresse tout de même. Est-ce que c'est, je me culpabilisais beaucoup avant. Bon, maintenant, on m'a assez dit que c'était. Oui, il y a un épisode où tu parles de la bonne place, ou en tout cas d'être légitime à l'endroit où on est. Exactement. Choisir sa place, tout simplement. Oui, voilà. Bon, bah, je l'ai choisie, c'est celle-là. Et du coup, j'ai fait des épisodes pour parler avec les gens du milieu du cinéma. Au début, moi, je me suis placée, du coup, comme je te disais, j'ai découvert ce truc d'interview en me disant, bon, bah, du coup, vu que c'est des gens qui sont habitués à raconter leur carrière, à venir faire la promo d'un film, je vais leur poser ces questions-là. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus intéressant pour ma plateforme et pour ma personne et pour les gens qui m'écoutaient de leur parler de la vie, de notre expérience universelle, de leur vie privée autant qu'ils peuvent.
et de choses qui concernent plus contre-soirée, quoi. Alors moi, j'ai décidé de mêler toutes tes activités sur le ton de la comédie. Je te propose un petit jeu. J'espère que tu es d'humeur joueuse. J'adore ça. Il faut que tu fasses un choix. C'est une sorte de tu préfères. D'accord. Alors, catégorie party. Est-ce que tu préfères cuisine et dépendance de Bakri Jaoui ou le sens de la fête de Nakache et Toledano? Où est-ce que tu passerais la meilleure soirée? Je passerai la meilleure soirée dans le sens de la fête et j'aimerais être le monsieur qui s'envole. Bah, c'est le marié d'ailleurs. Benjamin Laverne. Benjamin Laverne. Ah ouais, c'est Je le trouve hilarant. J'adore Benjamin Laverne. Il est hilarant. Vraiment cet homme que j'aimerais être. Ouais, c'est ça. Je m'avance Il n'est pas trop. que. Ouais. Ok, très bien, je vois. Je ne demanderai pas plus. Exactement. Pour des vacances en collectivité, plutôt le gîte des bronzés fonds du ski ou le gîte d'un petit truc en plus? Le gîte des bronzés fonds du ski, J'ai cru comprendre qu'il y avait une petite passion pour ce film en particulier. J'aimerais me faire enterrer avec le DVD des bronzés fonds du ski. Vraiment, ce film m'a construite. C'est vrai? Je sais pas, c'est des trucs, tu as un affect, tu as du mal à l'expliquer. Ouais. Là, c'est exactement ça. J'adore ce film. Pour un road trip en famille, avec celle de Florent Bernard dans Nous les Leroy, primé au Festival de l'Alpe d'Huez, ou celle formée par Hakim Gemili et Ahmed Silla dans Ici et là-bas. Nous les Leroy, hein, finalement, pareil, un affect. J'adore Florent Bernard vraiment de tout mon cœur. Et j'ai vu le film à l'Alpe d'Huez, j'ai pleuré pendant 1h30. J'avais l'impression que c'était mon frère qui réalisait son premier film. Alors, si je cite vraiment de manière très malhabile Ahmed Silla, c'est que je crois qu'il t'est arrivé des mésaventures avec lui. Écoute, Ahmed Silla, bah, encore une fois, dans mon amateurisme constant, je suis allée enregistrer des épisodes à l'Alpe d'Huez. J'avais pas de prod, c'était moi, mes micros, ma caméra, un trépied cassé que je faisais tenir contre un mur et tout. Et évidemment, au moment d'allumer l'enregistreur, il s'allume pas. Et c'était 20 minutes très 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 longues face à Ahmed Silla que j'étais allée chercher. On enregistrait à 1h du matin aux afters du festival, donc en fait tout le monde est fatigué. Un cadre idéal. Un cadre idéal. Mais, bah, c'est une contre-soirée pour le coup. Voilà, mais là, ouais. j'aurais aimé avoir une équipe technique à ce moment-là, donc j'ai dû m'excuser platement. J'ai jamais autant transpiré alors qu'on était sous la neige. Et Ahmed Silla était un homme finalement très gentil, m'a proposé de revenir le lendemain et il l'a fait. Et l'épisode est disponible. Et enfin, catégorie rigolade et love story, dont tu serais l'héroïne. Est-ce que tu serais plutôt Laura Felpin dans L'amour c'est surcoté ou Cameron Diaz dans Marie à tout prix? Écoute, Cameron Diaz, c'est un rêve universel, mais je serais Laura Felpin, que j'adore. Je rêve de l'interviewer. Je la trouve super dans le film et je la trouve super dans la vie. Meilleur souvenir, catégorie rencontre de cinéma, si toutefois tu en as. Meilleur souvenir, catégorie rencontre de cinéma. Écoute, alors attends, qu'est-ce que je peux te dire de percutant? Percutant ou qui vraiment t'a plu pour des motifs qui sont les tiens, y a pas de... Écoute, j'ai rencontré Alexandra Lamy pour pareil en interview à l'Alpe d'Huez et j'ai été fascinée par cette personne. C'est vraiment, je trouve, une dame qui a vécu beaucoup de choses et qui parle et qui communique avec une chaleur et une proximité hyper impressionnante. Elle m'a fait du bien vraiment, alors qu'on a eu une conversation de 20 minutes, mais je la trouve humainement hyper intéressante. Sabrina Carpenter sur Nova avec Batcam. Est-ce que je soumets le titre à Anna RVR? Parce que j'ai entendu un petit cri au moment du lancement. Je me suis dit que bon, a priori, c'est que ça devait marcher. Écoute, j'adore la Sabrinoche. Je l'adore, je la trouve... La Sabrinoche. Écoute, on est un peu familière. Est-ce que je peux te mettre au défi d'aller te lancer en interview avec elle et de l'appeler Sabrinoche avec un immense plaisir. Je l'adore, je trouve qu'elle parle de sexe et de relations homme-femme avec un ton très léger et c'est une bête de scène, je l'adore. Alors sur scène justement, parlons-en, elle danse quand même sur un proscenium de forme extrêmement phallique. Exactement. Ouais. Bah, je trouve ça génial pour une américaine aussi pop star d'amener un truc décomplexé et pas aussi, tu vois, elle a un truc un peu mignon mais à la fois pas vraiment, donc j'aime bien. C'est aussi un symbole d'aller piétiner cet cet organe, j'imagine. Écoute, elle le fait pour nous toutes et ça ne me pose aucun problème. Alors justement, t'es une jeune femme, ce qui déjà sur les réseaux, en n'ayant pas ta communauté, est un motif pour se faire juger, maltraiter, conspuer. Toi, ça fait maintenant quelques années que tu pratiques. Est-ce que tu as vu une évolution quelconque sur le traitement réservé aux femmes? Sur le traitement réservé aux femmes, aux femmes, pardon. Moi, je viens d'un milieu, en vrai, sur YouTube et sur les réseaux sociaux, où les femmes ont leur place, où justement, moi, j'ai pu évoluer assez librement et j'ai eu la chance de ne pas avoir à me plier à des méchants hommes au quotidien qui ne voulaient pas ma réussite ou que je devais soudoyer finalement. Mais la misogynie sur les réseaux sociaux est toujours la même. Je suis un peu bénie par ma communauté et par, je sais pas, l'algorithme, je sais pas par quel miracle mon contenu est rarement diffusé à cette catégorie de personnes problématiques. J'ai toujours du mal évidemment avec le traitement de
ce qu'on dit et le fait que parfois on dit des choses qu'un homme pourrait dire et qu'on considère du coup légères ou superficielles parce qu'on est des femmes, sur le fait que l'humour d'une femme est toujours moins bien accueilli, C'est jugé, vulgaire. c'est vulgaire, la vulgarité. Moi après je suis vraiment genre, je suis tellement à l'opposé, enfin tu vois, en opposition contre ça que ça existe même pas dans mon périmètre et je veux même pas l'envisager. Ouais. Et je suis contente qu'il y ait de plus en plus de femmes qui l'ouvrent, qui fassent de l'humour, qui... après, bon, ça, enfin, j'enfonce des portes ouvertes, mais je trouve qu'on avance bien. Comme je le dis dans le podcast que tu as cité tout à l'heure, les femmes pas féministes existent encore, et ça, c'est ma plus grande tristesse. Donc, j'en parle le plus possible pour faire comprendre que... Enfin, pour essayer d'ouvrir un minimum les esprits, même si j'ai l'impression que les gens qui m'écoutent ont déjà bien avancé. Mais si ma voix peut ne serait-ce qu'un tout petit peu toucher quelqu'un qui comprendrait pas trop, qui serait pas forcément d'accord, je me sens un peu plus utile. Non, mais puis quitte à avoir une plateforme, autant le répéter aussi ici, pas d'avis non sollicités. Exactement. Vraiment, très simplement. On ne le ferait pas dans la vie de tous les jours. Donc, mais tu vois, j'ai un peu baissé les armes sur ce truc-là, mais c'est très bien de le rappeler complètement. En effet, c'est mon plus grand rêve. Créatrice de contenu, métier de l'influence, ça nourrit quelques fantasmes. C'est quoi ta réalité ? Écoute, ma réalité, c'est que j'ai passé de nombreuses années récemment à expliquer à qui voulait bien m'écouter que non, les influenceurs n'habitaient pas tous à Dubaï, que non, nous n'étions pas tous obsédés par l'argent et le dropshipping. On a un peu souffert de ce truc des créateurs de télé-réalité qui sortaient de télé pour gagner beaucoup d'argent, qui étaient très mal conseillés. Mais c'est parce que le terme est très flou et englobe trop de gens qui ne font pas le même métier. Exactement. Donc, je suis contente que ça soit légiféré de plus en plus. C'est aussi par ça qu'on a un vrai métier qui est considéré. Et puis, moi, ma réalité, elle est finalement... alors, elle pourrait être tout autre, peut-être, mais moi, j'habite à Paris, je me lève tous les matins, je mange mon petit déjeuner et je vis ma journée, finalement, dans mon appartement. Je vis pas dans l'or et dans les milliers de plumes et de billets autour de mon lit. Donc, voilà. Mais je suis ma propre boss et ça, c'est ma plus grande fierté et ma plus grosse liberté. Est-ce que tu avais des modèles quand tu t'es lancée ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dont tu t'es dit ce qu'il ou elle fait, c'est un truc qui me botterait bien ? Écoute, aujourd'hui, j'ai un modèle hyper précis qui est un peu plus, qui me ressemble le plus. À l'époque, les femmes sur Internet, justement... la représentation était pas... la représentation était catastrophique et c'était uniquement vraiment des femmes qui faisaient des tutos make-up. Vraiment, c'est d'ailleurs... La seule, c'était Natou, je pense, qui se démarquait un peu et qui faisait de l'humour, qui se permettait. Donc, à l'époque, c'était... je sais pas si ça peut parler à des gens qui datent de ma période d'Internet, mais des Julie Loves Mac, des... Nata Meli, des dames qui aujourd'hui ont évolué complètement différemment, mais qui, moi, à l'époque, m'inspiraient parce qu'elles prenaient leur caméra, elles se filmaient, elles parlaient, et j'avais envie de faire de même. Et c'est ces dames-là qui m'ont permis de, moi aussi, me lancer, finalement. On parlait il y a un instant de vocation, en tout cas du moment où est née ton envie. On montre volontiers le milieu des créateurs de contenu, quand on n'y est pas confronté, comme un milieu extrêmement concurrentiel. Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'on arrive à se faire des camarades Écoute, moi j'ai l'impression que, j'en parlais sur Contre ça il y a pas longtemps, j'ai l'impression que tous les milieux professionnels peuvent être concurrentiels. Alors vraiment pas les médias, hein. Pas les médias, mais de quoi tu parles, évidemment, et je pense qu'on choisit où est-ce qu'on se place et comment on se place. Moi j'ai choisi d'éviter ce... Après, je dois aussi préciser que c'est humain et que moi-même, j'ai parfois ce petit truc qui vient me picoter et j'essaye tout le temps de ramener ma raison à... faut s'inspirer plutôt que de jalouser. Donc voilà, quand je trouve que quelqu'un fait un truc super et que j'aimerais le faire moi aussi, je m'en inspire. C'est concurrentiel si tu as envie de t'y placer et de t'entourer de gens qui sont dans cette dynamique-là. Moi, en tout cas, j'en souffre pas du tout. Quand on commence très jeune, se pose fatalement la question de grandir, voire de vieillir avec ses abonnés. Comment est-ce que tu as abordé le virage, toi ? De manière très naturelle, sans te poser la question, ou ça a été vraiment un enjeu, Franchement, je vais pas te l'intellectualiser plus que ça. Vraiment, c'était extrêmement naturel. Moi, j'ai commencé quand j'avais 14 ans, donc j'ai grandi avec des gens qui m'écoutaient. Donc ça fait 14 ans que tu fais des vidéos. Exactement. Ouais, t'as passé la moitié de ta vie. C'est fou de dire ça, évidemment. C'est la moitié de ma vie. Voilà. Donc tu vois, c'était tellement ancré en moi que c'est devenu une extension de moi-même. Et moi, je me suis toujours dit, genre, c'était mon hobby. Quand j'ai dû commencer ou non des études après mon bac, je me suis dit que j'allais faire des études. J'ai fait un master en communication événementielle de 5 ans. Et je m'étais dit, bon, si à la fin de ce master, ça existe encore, Internet, peut-être que je m'autoriserais à en faire mon métier. Il s'avère que ça existe encore plus que jamais. Et que c'est bel et bien mon métier aujourd'hui, qu'il s'est passé plein de choses depuis. Mais du coup, ça a été vraiment un fil rouge de partage de vie et de moments de vie. Et en fait, j'ai une grosse partie de ma communauté qui est restée
et qui a partagé plein de choses et qui a grandi, appris, découvert. Et donc, Qui a grandi avec toi, avec de moi. fait. Ouais. En effet, ouais. C'est impressionnant. Sans aucun rapport, quoique j'ai un petit extrait à te faire écouter. Why should I be chosen to be an usher? I'm Chuck Bass. J'avais reconnu dès la première seconde. Je le sais, Chuck Bass, Ed Westwick dans Gossip Girl. Alors voilà, laisse-moi être ta vieille conne, s'il te plaît. Je te remercie. Il faut cesser l'obsession avec ce personnage. Écoute, est-ce que je suis pas sûre de l'avoir? Mais en effet, vraiment, c'est l'homme toxique et narcissique c'est vraiment par excellence. C'est une des matrices pour les plus jeunes générations. Et c'est vrai que, c'est vrai qu'on a peut-être un peu trop idolâtré ce truc d'homme horriblement méchant, torturant, qui dit je t'aime un jour et là c'est la libération. Il faut cesser, je suis complètement d'accord. Mais J'en parle parce que tu as posté sur Instagram une photo, je crois, où tu étais en train de re-regarder Gossip Girl. Ce que je ne juge pas. Écoute, mais en tant que vieille icône, je me dois de dire arrêtez, les jeunes femmes ne sont pas faites pour soigner des garçons toxiques. Voilà, c'est un truc que je répète assez quotidiennement. Écoute, c'est une vraie problématique en ce qui me concerne. Et c'est un très bon parallèle que je vais te piquer et aborder sur Contre-soirée. Je te remercie. Non, mais je t'en prie, il faut arrêter avec la mythologie des Chuck Bass, comme il faut arrêter avec la mythologie des Alex Karev dans Grey's Anatomy. Il y a ce trope-là dans toutes les séries. Du mauvais garçon en perdition qu'une jeune femme doit aller sauver. Le syndrome de l'infirmière, écoute, écoute, j'en suis coupable. Donc je préfère... Non, pas coupable, j'alerte. J'en souffre au quintien, je t'ai mis le doigt sur quelque chose, Pardon, évidemment. Je voulais pas, l'idée n'était pas absolument pas d'être ça va mieux, indiscrète. je me suis soignée. Je me suis auto-infirmarisée. Ça fait partie des trucs que tu peux traiter, ça, sur scène? Complètement. C'est libre, ouais. Complètement. Et puis, alors, là, tu vois ce que tu viens de faire en étant ma vieille icône, je le fais au cabaret en passant le micro dans le public et on est 250, donc une personne raconte son histoire à 250 personnes et toute la salle donne le conseil à cette personne qui a besoin d'être conseillée. Et j'ai fréquemment des femmes peut-être plus jeunes qui sont encore en train de se développer et qui me mettent face à des situations qui, moi, avec maintenant ma vieillesse et mon âge et ma maturité, la maturité peut-être, mon recul en tout cas, qui est pas celui d'une dame de 20 ans, je vois immédiatement ce qui marche et ce qui marchera pas. Alors, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais du coup, sur ces situations-là, je peux parfois me permettre un peu de... Pas de faire la morale, mais de donner un conseil peut-être de sororité finalement. Ouais, c'est aussi ça le but. T'as un public qui est majoritairement féminin ou c'est très mixte? Non, c'est vraiment très féminin. J'ai 90% de femmes et 10% d'hommes. Donc, au début, il y a quelques années, c'était un peu une problématique. J'avais l'impression qu'il fallait que j'aille conquérir les hommes. En fait, pourquoi finalement Donc non, ça me plaît très bien de parler à mes consoeurs et beaucoup de femmes, et de plus en plus, 25-35 ans, c'est ma moyenne d'âge. Ouais. Tu vois. C'est bien. C'est assez proche de ta génération, finalement. Tu te retrouves pas dans un énorme décalage. Non, mais ça me fait toujours plaisir quand j'ai une dame de 60 ans qui m'écrit pour me dire écoute, je découvre les podcasts grâce à toi, et en fait, je te connaissais pas sur Instagram et je t'écoute. Ou une fille qui est au collège. Alors ça m'inquiète un peu plus, mais je trouve que c'est aussi intéressant de toucher d'autres générations. Moi, je préfère qu'elle t'écoute toi plutôt que de faire un énième rewatch de Gossip Girl, tu vois, par exemple. D'accord, je prends le rôle avec responsabilité. Je te dis, grand pouvoir, grande responsabilité. Bien sûr. Tu consommes toujours autant de podcasts, toi? Ouais, de plus en plus même. J'ai pas forcément ouvert beaucoup mon scope. J'ai un peu mon roster que j'adore écouter en boucle. Mais je consomme énormément de podcasts. J'adore, comme d'habitude, Transfert, Ex. C'est des classiques de gens qui racontent leur histoire. Moi, ça, je trouve ça passionnant. Beaucoup de testimoniales. Exactement, de testimoniales, Passage de Louis Média, que j'adore aussi. Et puis, moi, mon petit coup de cœur depuis quelques mois maintenant, c'est 4 quarts d'heure, qui est le podcast de 4 femmes qui racontent leur up et leur down du quotidien. J'adore, je trouve que c'est des moments de vie, en même temps, c'est culturel, c'est humain. J'ai l'impression d'être... Ce que les gens trouvent un peu chez moi, d'être autour d'une table avec une copine, là, je le retrouve avec elle, donc j'adore ça. 2 missions t'attendent juste après ce dernier titre. Établir ta propre playlist, puisque la dernière demi-heure, tu en seras responsable. Et il y aura une rafale de questions sur la musique. Mais juste avant, on écoute Rachel Chenouriri. Rachel Chenouriri sur Nova, All I Ever Asked. Et pendant qu'on écoutait ce titre, autant vous dire qu'Anna RVR a studieusement fait sa petite playlist pour la dernière demi-heure de l'émission. Et c'était pas, on n'a pas rigolé. Hein. Non, j'ai pris un coup de C'était chaud, hyper là. sérieux, quoi. On n'est pas là pour mettre n'importe quoi. Donc vraiment une playlist de qualité. Juste avant de l'écouter, il y a une autre tradition ici, une rafale de questions. Alors sur la musique, mais liée à tes souvenirs. L'idée, c'est de répondre du tac au tac, en toute détente. Je n'ai pas le droit de te demander de justifier, ni de te juger.
C'est faux. On sait très bien que Ouais, t'as compris en plus que ça se j'étais pas très verra. détendue. donc. Ça se verra sur cette tête impassible. Non, Mais non, non, t'inquiète. je t'en supplie. Allez, c'est parti. Quel est le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la tienne? Je dirais que c'est très étonnamment. C'est une réponse qui va pas du tout être acceptée, mais c'est Caravane de Raphaël. Alors, Pourquoi ce serait pas accepté? ça symbolise pas vraiment l'enfance. Ça me rappelle mon enfance. Ah bah oui, mais c'est le but. C'est le but. J'étais folle Ouais. amoureuse de Raphaël quand Très j'avais 7 ans. Le titre qui symbolise ton adolescence? C'est. Je dirais que c'est Wonderwall de Oasis, évidemment, que je chantais dans mon groupe de rock à l'époque, que j'étais chanteuse. Alors, Une carrière Et qui ne s'est alors pas développée. ta chanson de karaoké? Ma chanson de karaoké. J'ai besoin toujours d'un petit peu de réflexion, j'en ai énormément. Je dirais que c'est Aline de Christophe, qui est une de mes chansons préférées. Ah ouais, J'adore Christophe. très bien. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists? Aline de Christophe, du coup. Oui, Mais t'as vu ma réaction, ouais, je ouais. comprends. Et sinon, j'écoute beaucoup de chansons françaises. Là, je te parlais à l'instant de France Gall, que j'adore. Michel Berger. Ouais. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse? Alors attention, je suis une danseuse très complexée, donc il m'en faut énormément. Je dirais que peut-être moi je suis très house, j'aime bien danser sur de la house, Ouais. donc un bon Flume par exemple, ou même Cassius. Après je cible mal les genres, mais peut-être J'ai You and l'idée. Me de Flume, qui Ouais. est aussi une de mes musiques préférées. Très bien. Et le titre qui te fait immédiatement sortir de la piste de danse? Je dirais que c'est I Say to Pego. Non, est-ce que ça existe comme titre de on se Michel rappelle Tello? Michel Tello. Michel Tello. Oui, Je bien peux sûr. plus me l'entendre, ça suffit. Ta chanson de comédie musicale préférée? Oh là là, j'arriverai pas à répondre. Ah si, bah si. Est-ce que je peux citer High School Musical? Bah, C'est une évidemment. comédie musicale. Bah, c'est oui. It's gonna be the start of some. Ma carrière dans la chanson. Bah, pas mal, moi, je trouve. Non, Si, soyons si, ça réalistes. va, franchement. J'ai pas arrête. le titre, est-ce qu'on l'a? Oui, bon, toute la discographie High School Musical. Qui était faite de reprises et de chansons originales, si mes souvenirs Ouais, sont bons. ouais, Il y a hein. beaucoup de reprises. Hein, ouais. Le titre que tu as le plus écouté ces derniers jours? Le titre que j'ai le plus écouté ces derniers jours, je dirais que c'est Actuellement en triche, en allant voir Mais tu as mes bien titres raison, vas-y. likés. Tu vois, j'aime aussi beaucoup les pop stars. Je dirais que c'est Just Keep Watching de Tate McRae, qui est d'ailleurs une bête de scène. J'ai hâte de la voir continuer à performer et exploser. Et enfin, catégorie pénible, la chanson dont tu as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as dans la tête. Bah franchement, I Say to Pego de ce monsieur dont Michel on parlait à Tello. l'instant, Oui. Michel Tello. C'est pour ça qu'il faut pas la diffuser, pas l'écouter. Après, elle était super, mais elle a fait son temps. Voilà. Allez, c'est terminé. Merci. Formalité remplie. Je rappelle que contre-soirée au cabaret, c'est à Paris à la Nouvelle Aide, à la Nouvelle Ève, parce que la Nouvelle Aide, c'est un lieu qui n'existe pas, a priori. Enfin, en tout cas, c'est pas un lieu de spectacle, donc je reboot. Contre-soirée au cabaret, c'est à Paris à la Nouvelle Ève, c'est un mercredi par mois jusque décembre. Il y a un petit break pendant l'été, enfin en août, en fait. Ouais, simplement. écoute, on Et part puis, en vax, un petit oui. mois. bah, Et on puis a le droit un revient. peu, peut-être, non? C'est bien? On a le droit, C'est et une on bonne idée. revient, c'est sold out. On revient en septembre, on sold out, mais on rajoute des places et des dates en septembre. Donc. Le score avec Charline Roux sur Radio Nova.